Alors, tu voulais nous parler de quelque chose, justement, en parlant de politique, Sabine? Ouais, donc effectivement aujourd'hui, donc non en fait, bon voilà, je vous ai dit sur Twitter que j'avais fait un peu ma chronique à l'arrache. Non, je vous rassure, je l'ai un petit peu travaillé quand même, hein, de base. En fait, non, mais je me rends compte que au début, ce qui s'est passé quand Thia Driel m'a proposé de participer à cette émission, quand elle m'a dit ouais la thématique serait autour de la politique, je me suis dit ouais enfin je suis pas Jean Massier. En gros, j'étais partie un peu du principe que en gros je voulais laisser la politique aux politiques, enfin en gros aux personnes qui s'y connaissaient bien. Donc c'est vrai que sur le coup je me suis dit tiens ça m'a fait poser pas mal de questions et des questions qui finalement je me posais depuis quelques temps. Donc c'est pour ça que je voulais tout de même faire ma chronique là-dessus, sur en gros la manière, quand on fait de la recherche, quand on est scientifique, comment la politique jongle, enfin comment elle est présente dans nos vies, donc dans nos vies au quotidien, ça, on s'en fout, ça regarde, voilà, mais comment la politique est présente dans notre recherche au quotidien et comment on doit jongler avec. Et en l'occurrence, est-ce qu'on peut en parler et comment on en parle? Et là, depuis quelque temps, il y a beaucoup de choses qui se passent autour de ça. Donc, en gros, quelles sont les limites de tout ça? Est-ce que à un moment donné, on va être taxé de militantisme, comme on peut le voir notamment sur Twitter, qui est extrêmement fort à ce niveau. Je me rappelle que l'une des affaires qui m'avait le plus marqué, c'était notamment l'affaire Laurent Deutsch par rapport au métronome et tout ce qui se passait autour, hein, notamment les historiens, comme ils évoquaient les problématiques de recherche propres à Laurent Deutsch, qui sont malheureusement extrêmement subjectives et passées, même si lui-même ne se définissait pas comme historien. Il y avait des problématiques qui étaient ressorties à ce moment sur le mélange entre politique et recherche. Et du coup, en gros, est-ce que ça fait bon ménage? Comment on fait? Et surtout, je me suis aussi posé la question par rapport à ça, c'est la question du biais de confirmation, parce que c'est lié en fait. Enfin, voilà, parce que il y a toujours, l'être humain a besoin de croire en des trucs, il a besoin de croire, donc il y en a qui croient en Apple, il y en a qui croient en Linux, il y en a qui croient en la politique, il y en a, non, voilà, en fait, on a besoin de croire en quelque chose, c'est très humain. Il y en a qui croient en la religion, enfin, on a besoin de croire, et on est programmé pour ça, enfin, le cerveau, il est programmé pour ça, parce que ça donne un sens à notre existence. Donc, quand tu as une majorité, notamment de chercheurs qui sont athées, enfin au moins plus de la moitié de la population des chercheurs qui sont athées, il y a un besoin de croire en quelque chose. Et ce quelque chose, c'est notamment ce en quoi on croit et c'est aussi dans le sujet dans lequel on fait de la recherche. Mais chacun et chacune d'entre nous, quand on fait de la recherche, on va avoir donc, dans ce biais de confirmation le fait de renforcer et de mettre en avant toutes les choses qui vont conforter, parce que c'est plus simple pour notre cerveau, on est comme ça, on n'aime pas trop la confrontation, on va essayer à chaque fois de rechercher ce qui va conforter nos hypothèses. Et c'est normal. Et du coup, voilà. C'est pour ça que je me suis dit, tiens, quand tu es quelqu'un qui est... désolé, je parle de droite, gauche, c'est plus simple pour moi. Quand tu es quelqu'un de droite, du coup, c'est-à-dire que tu vas avoir... potentiellement une manière de voir ton sujet de droite. Et tout manière, le choix de ton sujet sera potentiellement de droite. Et déjà, est-ce qu'on peut dire qu'il y a des sujets de droite, de gauche? Je pense que oui, parce qu'il y a des sujets que tu abordes, que tu vas vraiment traiter parce que ils ont un truc, il y a un lien avec toi. Moi, à titre personnel, ce qui me plaisait, c'était les anonymes des industries. Tu vois, il y a ce côté-là. Et du coup, là-dedans, donc dans la recherche, ce qui est compliqué, quand on a justement ce biais de confirmation, de toujours essayer de choper ce qui nous arrange dans les résultats de recherche, c'est de toujours mettre à l'épreuve tout ça. C'est de faire douter. Et en sciences humaines et sociales, dans le milieu dans lequel moi j'évolue, on n'a pas, nous, les expériences comme on peut avoir en sciences formelles et naturelles. C'est-à-dire qu'il faut trouver d'autres moyens, d'autres manières de faire de la recherche. Et notamment de mettre à l'épreuve tout ça. Donc notamment en parlant avec d'autres scientifiques. Donc il faut amener le doute dans ce que tu fais, ce qui n'est pas forcément très, très, très simple. L'autre chose que aussi je voulais mettre en avant par rapport à ces questions-là de la politique, c'est donc j'ai évoqué Laurent Deutsch, mais c'était déjà il y a une bonne dizaine d'années, donc ça remonte déjà. Et là, depuis quelques temps, on le voit sur Twitter de manière... je trouve que c'est extrêmement puissant chez les historiens en ce moment. Et du coup, je ne sais pas si notre invité qui est sur je ne sais pas si vous êtes sur Twitter et tout, vous le voyez. Voilà. Mais en gros, globalement, en ce moment, en fait, l'histoire étant extrêmement prisée dans le discours politique, forcément, ça amène des réactions, et c'est super logique, chez les historiens. Et là, récemment, le plus grand exemple qu'on ait eu là récemment, c'est Zemmour.
Zemmour, qui a fait un bouquin avec énormément de fake news, enfin de gros problématiques de méthodes de recherche, de mensonges, de transformation de la vérité, qui a été justement, qui a été un petit peu, on va dire, contrebalancé par une publication faite par des différents historiens, enfin plusieurs historiens et historiennes, pour justement casser le fait que finalement Zemmour a une utilisation politique de l'histoire. Mais en soi, il y a eux aussi. C'est-à-dire, attention, voilà, évidemment, moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est de dire que eux aussi, en fait, en luttant contre Zemmour, ils font de la politique. Et ça, je trouve ça super intéressant. C'est-à-dire que l'utilisation politique de l'histoire amène heureusement des personnes qui vont mettre en doute cette utilisation politique de l'histoire par des personnes qui font, elles aussi, de la politique à travers leur méthode de recherche. Et donc, d'utiliser vraiment ce biais de confirmation qui les touche et qui forcément, clairement, là-dessus, il y a eu une étude qui était, je trouve, intéressante. Donc, elle est de 2015, elle date un petit peu, mais je trouve qu'elle est assez sympa parce qu'elle permet de voir le paysage, on va dire, la pensée politique et religieuse des chercheurs en France. Donc, je trouvais ça assez sympa. Alors, j'ai quelques petits chiffres. 2015, donc 73% des universitaires se disent de gauche. Je ne sais pas si c'est encore un chiffre valable. Mais en tout cas, ce que je trouve intéressant dans ces chiffres-là, il y a aussi 50% se disent athées. Par rapport à quand vous posez la même question aux Français à cette époque-là, c'était 18% de la population qui se disait athée. Vous voyez déjà, il y a une grosse... la moitié de la population dans le milieu de la recherche se dit athée. Et religion, politique et tout ça, la science, ça fait partie de nouveau de ces croyances que je trouve extrêmement importantes parce que ça donne du sens et donc on y croit fermement, on a besoin de ça. Et la question de cette importance des intellectuels qui défendent notamment leur discipline contre la politique et contre un mauvais usage politique de la méthode, c'est parce qu'eux-mêmes, donc là c'est le résultat de cette étude-là, ils se voient comme étant les défenseurs de l'État. Et ça, je trouve ça super intéressant, de se dire qu'on a effectivement une utilisation politique, enfin on a une défense de l'histoire qui peut justement mettre en avant le fait qu'on est inscrit dans une démarche politique parce qu'on s'estime être les défenseurs de l'État. Et ça je l'ai beaucoup remarqué, notamment quand vous regardez les tweets de Mathilde Delarère, que je fais coucou au passage, dont j'adore le travail, et qui est justement dans cette dynamique-là. D'ailleurs, elle qui a participé au bouquin contre l'utilisation de l'histoire par Zemmour. Et en fait, comme les scientifiques sont des défenseurs de l'État, eh bien, eux, globalement, ils sont profondément, normalement, anticapitalistes. C'était le résultat aussi de cette étude-là. Et en fait, ce qui va aussi les driver, enfin vraiment les conduire, ça va vraiment être le fait qu'eux, ils n'ont pas ces problématiques liées à l'économie de marché. Eux, voilà, c'est pas anticapitaliste, pardon, par rapport à des croyances, mais plutôt dans leur pratique au quotidien. C'est-à-dire que chez eux, la notion de marché et l'école, ce sont deux univers séparés. Alors que les gens qui sont dans des écoles de commerce ou autres, les deux sont liés. Donc déjà, voilà, on a cette explication par rapport à ça. Et l'autre chose que je voulais mettre en avant, c'était aussi la croyance sincère que les études récompensent, en fait. Enfin, est-ce que c'est de la méritocratie, ça, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, qu'on va avoir une démarche, un système scolaire qui est censé récompenser. Et quand on a des injustices, notamment voilà, Zemmour qui réécrit l'histoire pour sa glorification personnelle et pour faire de la politique, là, forcément, il y a une levée, heureusement, de boucliers. Et, les historiens se sentent insultés et, fort heureusement, ils répondent à ça. Mais en tout cas, la croyance, et donc oui, la politique est là chez les historiens. Plus globalement, je prends de nouveau dans mon cas les sciences humaines et sociales parce que c'est ce que j'aime faire aussi via Twitch. Et je ne veux pas parler à la place des sciences formelles et naturelles. Et c'est de dire qu'on croit sincèrement, enfin notre démarche politique, elle est dans le fait que le savoir influence le monde. Et il va être à l'origine de la résolution de certains problèmes, notamment environnementaux, sociétaux, etc. Sociétaux. Donc, ce savoir est une concurrence à des faits
qu'on n'a pas envie de mettre en avant, une appropriation du discours scientifique pour des propos politiques. Et aussi plus globalement, le métier de chercheur est valorisé par des opinions et des attitudes depuis quelque temps. C'est-à-dire que plus on prend la parole, plus on arrive à se mettre en scène, plus on arrive à être présent sur la scène, ça amène des posts, ça amène des possibilités de publication dans des revues spécialisées, etc. Donc c'est extrêmement dur parce qu'il y a aussi une sorte de publish or perish. Enfin, voilà, quand tu es scientifique, tu as intérêt à publier, sinon tu n'es rien. Tu n'es rien du tout. Donc c'est-à-dire qu'il y a une... Voilà, je parle d'anticapitalisme, mais ce qui est intéressant, c'est que quand même, on a un système capitalisme de compétition au sein du monde universitaire. Donc, il y a une double lutte et il y a une double affirmation de qui on est, de revendications politiques et de dire non, on fait de l'histoire de l'art, de la socio, etc. Parce que justement, le savoir sauvera le monde. Et donc, on est vraiment, voilà, on est sur ces opinions et cette manière d'utiliser notre savoir. Ça nous permet, voilà, de montrer nos activités professionnelles et finalement aussi de montrer notre statut social. Enfin, moi, je suis la première à toujours balancer, je suis docteur, je suis docteur, je suis docteur. Ça fait partie de ça. Et donc, de mettre en avant ma méthodologie. Donc, ouais, en fait, je fais de la politique. Donc, je ne parle pas de politique dans le sens où je ne suis pas... c'est pas mon métier, c'est pas dans mes compétences, je laisse ça à Jean Massier, qui le fait extrêmement bien. Mais par contre, je voulais vous apporter une réflexion sur la méthodo, sur la difficulté de faire de la recherche dans un monde où le « je ne sais pas », très fréquent dans la recherche, c'est symboliquement un échec dans le monde dans lequel on vit, où tout est compétitif, où tout est concurrentiel, et en fait, la voix doit être portée, donc les opinions. Donc d'où le rapport politique et pensée. Voilà. Eh bien, pour un truc préparé en quelques minutes, franchement... J'ai dit un mois là-dessus, voilà. Ouais, ça m'a quand même fait un petit peu réfléchir ce que je disais, notamment sur la fin, quand tu parlais du fait que donner ton grade de docteur, ça te valorise, etc. Ouais. Oui, clairement. Et d'ailleurs, je fais un peu pareil à mon échelle en soi. Alors, moi, je ne suis pas docteur, hein, je tiens à le préciser. Mais même, genre, par exemple, le fait que je me présente comme étant du Café des Sciences, par exemple, c'est quelque chose qui va avoir le même effet. C'est la reconnaissance d'un statut social. Est-ce que c'est pas à double tranchant, ce système? Parce que c'est quelque chose qu'on a quand même beaucoup remarqué pendant les élections, pas du tout pendant les élections, pendant le Covid. Avec un cher professeur Raoult qui utilisait à fond ouais, on est d'accord, qui utilisait à fond son argument d'autorité finalement, parce que c'est un petit peu ça. C'est complètement de l'argument d'autorité. Pour dire essentiellement des conneries. Désolé pour le langage, mais voilà. Non. Et en plus, alors ça c'est super, c'est pas parce que tu as un titre que ce titre, tu le mérites encore aujourd'hui. C'est sûr. J'avais un exemple qui est super drôle par rapport à la querelle des... Tu as eu un scientifique, donc qui était, alors il est prof de physique et c'est quelqu'un qui adore les sciences, qui s'appelle... Ah, j'ai mal noté, j'arrive pas à me relire. Il s'appelle Sokal, voilà, j'ai que le nom, j'arrive pas à relire son prénom. Alain, S-O-K-L. Et en fait, il a publié un texte complètement absurde dans une revue en 96, donc pour décrier à quel point le monde scientifique devient complètement hallucinant sur la manière de parler, en fait. Et il a copié, collé des centaines de citations pour parler de la physique quantique. Et en fait, il a envoyé l'article, mais ça ne voulait rien dire. L'article a été validé et il a eu les félicitations en mode « Waouh, c'est génial !» Et le lendemain, il a écrit à une autre revue qui était concurrente disant « Non, mais en fait, c'est un troll ce que j'ai fait. C'est un prank. C'est un prank de fou. » Mais c'est pour mettre en avant que c'est du verbiage. Enfin, c'est du... En gros, est-ce qu'on doit complètement défoncer le fond au profit de la forme? Et c'était complètement ridicule. Enfin, on était sur un formalisme éditorial qui était ridicule. Mais parce que voilà, le titre ne fait pas tout complètement. C'est comment tu le mérites après, par rapport à tes actions, tes autres publications. J'ai une autre remarque qu'on me fait pour le coup dans le chat. Et on me dit qu'on trouve ça curieux de voir les professeurs comme des défenseurs de l'État. Est-ce que c'est vraiment appuyé par une plus grande participation notamment aux organismes de l'État, ils pensent essentiellement à la politique ou au comité de concertation, à ce genre de choses, ou est-ce qu'on ne voit pas forcément de lien entre les deux? Alors de ce que j'ai vu dans l'étude, c'était vraiment tous ceux qui étaient fonctionnaires en fait, et les hauts fonctionnaires aussi. C'était tous ceux qui avaient dans cette étude-là, c'était vraiment ceux qui effectivement étaient
Il y avait des gens qui sont déjà engagés, en fait, en quelque sorte. Ah oui, c'est clairement des gens en poste, fonctionnaires. Genre les maîtres de conférences, les professeurs, c'est vraiment des postes. Là, on n'est pas chez notamment les professeurs qui malheureusement cumulent des emplois précaires parce qu'ils sont mais on parle vraiment des personnes qui sont en poste et qui ont cette fierté. Surtout, c'est un système qui les nourrit et eux, c'est une défense. C'est un cercle vertueux.